Partie 1. Le style et la vie de Franz Kafka. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une situation où rien n'a de sens, où les règles semblent avoir été faites pour vous dérouter et vous étouffer? Une situation où, peu importe l'acharnement avec lequel vous vous battez, l'issue semble inévitable et sans explication? Bienvenue dans le monde de Franz Kafka, l'homme dont la vie et l'œuvre ont transformé ses expériences en art. Un écrivain si singulier que, plus de 100 ans après sa mort, on utilise encore son nom pour décrire l'incompréhensible, l'absurdité kafkaïenne. Mais avant d'aborder ce qui rend une œuvre kafkaïenne, il faut comprendre qui était l'homme derrière ce terme. Franz Kafka est né en 1883 à Prague, qui faisait encore partie de l'Empire austro-hongrois. La ville regorgeait de cultures et de tensions, avec des Juifs, des Tchèques et des Allemands vivant ensemble dans une sorte de chaos contrôlé. Kafka, juif germanophone, a grandi dans un environnement où il était toujours un peu de tout, mais jamais complètement de rien. Ce sentiment de déplacement serait une caractéristique de sa vie et de ses écrits. Cependant, pour comprendre son génie littéraire, il est essentiel de comprendre sa relation familiale compliquée, notamment avec son père. Hermann Kafka, le père de Franz, était l'homme autoritaire par excellence. Fils de boucher et d'origine modeste, il a construit de toutes pièces une vie de commerçant prospère, atteignant la haute bourgeoisie. C'était un géant, tant par son physique que par sa personnalité. Sa présence était écrasante, son caractère intimidant. Le petit Franz, lui, était tout le contraire. Léger, anxieux et souvent malade. Dès son plus jeune âge, le jeune Kafka réalise qu'il ne pourra jamais être à la hauteur des attentes titanesques de son père. Un sentiment qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Imaginez grandir avec un sentiment constant d'échec, d'insuffisance, comme si votre simple existence était une déception. L'enfance de Kafka, marquée par cette relation tendue avec son père, a façonné non seulement sa vision du monde, mais aussi sa manière d'écrire. Il était, selon les mots de nombreux érudits, un être éternellement en détresse. Et qui pourrait lui en vouloir? Son père voulait un fils fort, robuste, miroir de lui-même. Kafka, cependant, était le reflet inverse. Un garçon fragile, plus enclin aux livres qu'aux affaires. Cette disparité a généré un conflit qui n'a jamais été résolu. Hermann considérait Franz comme un projet inachevé, un vaisseau imparfait qu'il devait façonner par la force. Et comme tous ceux qui ont déjà essayé d'être ce qu'ils n'étaient que pas, Kafka se sentait de plus en plus étouffé. Pour Kafka, écrire est devenu une évasion. Il a commencé à écrire pour faire face à ses sentiments croissants d'anxiété, de culpabilité et de haine de soi. Son désir de trouver une sorte de soulagement à travers les mots était, en fait, une tentative désespérée de trouver un sens à un monde qui semblait toujours incontrôlable. Ces récits, remplis de personnages piégés dans des circonstances absurdes, sont, à bien des égards, le reflet direct de sa propre vie. Le poids des attentes de son père, la pression sociétale et sa propre fragilité émotionnelle ont façonné ce que Kafka écrira plus tard. Mais bien sûr, ce n'était pas quelque chose qu'Hermann Kafka était prêt à accepter. Pour lui, écrire était une perte de temps, quelque chose qui n'avait aucune valeur réelle dans le monde pragmatique des affaires. Kafka n'a cependant pas abandonné sa passion. Même s'il a été contraint de poursuivre une carrière en droit, il a continué à écrire pendant son temps libre. Mais que faites-vous lorsque vous sentez que votre véritable vocation ne vaut rien aux yeux de ceux qui comptent le plus pour vous? Il savait qu'il ne pourrait jamais être ce que son père voulait. Mais il ne pouvait pas non plus renoncer à l'écriture, car c'était son seul exutoire. La tension entre ces deux mondes, celui des obligations familiales et celui de la liberté créatrice, a tourmenté Kafka tout au long de sa vie. Ce qui est fascinant chez Kafka, et quelque chose qui maintient son travail pertinent à ce jour, c'est cette capacité à traduire par des mots ce que tant d'entre nous ressentent, mais ne parviennent souvent pas à exprimer. Il a pris le désordre et le chaos de sa vie et les a transformés en récits intemporels. Le protagoniste piégé dans une épreuve sans fin, celui qui se réveille transformé en insecte sans raison apparente,
sont les symboles d'une angoisse universelle. La lutte contre des forces que nous ne comprenons pas, mais qui régissent nos vies. Et ce sentiment d'impuissance, d'être à la merci d'un système, qu'il soit familial, social ou bureaucratique, a commencé bien avant que Kafka ne devienne écrivain. Il a été façonné par les interactions quotidiennes avec son père, par la dynamique étouffante d'une famille qui exigeait le conformisme mais n'offrait jamais l'acceptation. Kafka n'a jamais eu la chance d'être qui il était, et ce déni de sa propre identité est finalement ce qui définit une grande partie de son œuvre. Ces textes, finalement, sont une sombre réflexion sur les relations de pouvoir, les frustrations de l'individu face à un monde incompréhensible, et la recherche d'un sens qui ne sera peut-être jamais trouvé. Il n'est pas étonnant que le terme kafkaïenne soit devenu synonyme de situations absurdes et oppressives, où les règles n'ont aucun sens et où la logique semble avoir été jetée par la fenêtre. Franz Kafka a vécu une grande partie de sa vie en spectateur de sa propre existence, piégé dans une réalité qui n'avait aucun sens pour lui. L'ironie cruelle est qu'il a passé des années à croire que ses écrits n'étaient pas pertinents, qu'ils ne parviendraient jamais à personne. Il ne savait pas que ses paroles résonneraient pendant des générations, aidant des millions de personnes à donner un sens à leurs propres expériences chaotiques et désorientantes. Kafka est mort en croyant avoir échoué, mais sa vie et son œuvre sont la preuve que parfois la plus grande victoire d'une personne n'est pas d'être comprise dans la vie, mais plutôt de voir son héritage reconnu par ceux qui sont à venir. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez piégé dans une situation qui semble absurde, où le monde qui vous entoure ressemble à une machine froide et impitoyable, souvenez-vous de Kafka. Il a vécu cela avant nous, et nous a laissé une carte, quoique fragmentée, pour naviguer dans ces mers turbulentes. Kafka n'a peut-être jamais trouvé la sortie du labyrinthe, mais avec ses paroles, il nous a donné les outils pour au moins essayer. Partie 2. Kafka, écriture et amitié avec Max Brod. À mesure que Kafka progressait dans ses études de droit, le poids des attentes continuait de le hanter. Mais c'est dans cet environnement de rigidité académique qu'il trouve une issue. Une amitié improbable qui deviendra essentielle à sa vie et à l'héritage de son œuvre. Max Brod, un camarade de classe à l'université, était l'un des rares à vraiment comprendre la profondeur du talent de Kafka. Il ne voyait pas seulement le jeune homme anxieux et introverti qui tentait, souvent en vain, de satisfaire les exigences de son père. Brod a vu le génie littéraire qui se cachait derrière cette façade fragile et silencieuse. Et c'est cette amitié qui, à bien des égards, a empêché Kafka de sombrer complètement dans son propre désespoir. Même si Kafka passait de longues heures à étudier, même contre son gré, il n'a jamais cessé d'écrire. L'écriture était sa véritable passion, et il en avait autant besoin que d'air. Mais d'un autre côté, il était également profondément incertain quant à la valeur de ses paroles. C'était comme si quelque chose en lui disait que rien de ce qu'il écrivait ne vaudrait la peine d'être lu, un sentiment encore aggravé par les critiques et la désapprobation constante de son père. C'est là que Brod a joué un rôle crucial. Max Brod pensait que le travail de Kafka avait le potentiel d'avoir un impact sur le monde, ce que Kafka lui-même n'admettrait jamais. C'est Brod qui l'a convaincu de publier ses premiers textes, insistant sur le fait que le monde avait besoin de connaître cette voix unique et inquiétante. Les premières œuvres de Kafka furent publiées dans 3 petites collections, mais le succès fut pratiquement inexistant. Ces textes, profondément enracinés dans sa propre angoisse existentielle, ne trouvèrent pas beaucoup de lecteurs à l'époque. Peu de gens comprenaient ou étaient intéressés par le contenu. Les critiques n'étaient tout simplement pas prêts pour le genre d'histoire proposé par Kafka. Des récits qui flirtaient avec le surréaliste, avec l'absurde, toujours imprégnés d'une atmosphère cauchemardesque. Mais malgré le manque de reconnaissance initiale, Brod n'a jamais perdu confiance dans le talent de son ami. Il était, à bien des égards, le seul à croire véritablement à l'impact que Kafka pouvait avoir sur la littérature. Cette persévérance de Brod a aidé Kafka à continuer d'écrire, même s'il ne l'a pas publié immédiatement. Cependant, le rapport au monde extérieur, que ce soit à travers la littérature ou les exigences professionnelles, continue de peser sur Kafka comme une cage invisible.
Après avoir terminé ses études de droit, il a commencé à travailler dans un cabinet d'avocats. Et peu de temps après, il a occupé un poste dans une compagnie d'assurance. Ce travail, avec ses heures de service interminables et sa bureaucratie interminable, était ce qui alimentait son gagne-pain. Mais il est également devenu une immense source de souffrance. C'est exactement ce monde oppressant et dénué de sens que Kafka dépeignait dans certaines de ses œuvres les plus célèbres. Dans les longs couloirs et les interminables piles de papier de la compagnie d'assurance, Kafka a trouvé la matière première de ses histoires les plus emblématiques. Il a vu le fonctionnement de ces engrenages inhumains, un système dans lequel les gens n'étaient que de petits éléments sans importance, soumis à des règles qui semblaient être conçues uniquement pour semer la confusion et punir. Vos textes, comme le processus et le château, sont des produits directs de cette expérience. Dans ces œuvres, les protagonistes sont engloutis par des systèmes bureaucratiques inexplicables, impliqués dans des procédures que personne ne comprend complètement. C'est le reflet de la propre vie de Kafka. Un homme pris au piège dans un labyrinthe social et émotionnel dont, malgré tous ses efforts, il n'a jamais réussi à s'échapper. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ce matériel que Kafka produisait au milieu de son angoisse, il n'a jamais sérieusement tenté de le publier. La mauvaise réception de ses premiers textes avait encore ébranlé sa confiance. Kafka était un perfectionniste et pensait que son travail était inférieur, incomplet, indigne d'être vu. Beaucoup de ses romans sont restés inachevés pour cette raison. Il n'a jamais cru que ce qu'il écrivait était suffisamment bon pour être partagé avec le monde. Le poids de l'autocensure était insupportable et, par conséquent, une grande partie de ce qu'il écrivait restait enfermé dans les tiroirs, condamné à l'oubli. Du moins, c'est ce qu'il pensait. À chaque nouveau texte, Kafka approfondissait son propre monde d'absurdité. Il écrivait parce qu'il le fallait, parce que les mots étaient le seul moyen dont il disposait pour faire face à la vie qui se déroulait devant lui. Mais en même temps, il pensait que tout ce qu'il créait n'avait pas d'importance. C'est là ce qu'il y a de plus tragique dans son histoire. Kafka a passé toute sa vie à croire que son œuvre n'aurait jamais de valeur. Sa vision de lui-même avait été déformée par des années de critiques, tant internes qu'externes, au point qu'il ne pouvait plus voir son propre génie. Cette profonde insécurité atteint son paroxysme lorsque Kafka, déjà atteint de tuberculose, fait une demande inattendue à son ami Max Brod. Il a demandé à Brod de brûler tous ses manuscrits inédits après sa mort. Kafka pensait que le monde n'avait rien à gagner de ses paroles et qu'il avait échoué en tant qu'écrivain. Pour lui, il ne lui restait plus qu'à détruire ce qu'il avait créé, comme si ses paroles étaient aussi fragiles et inutiles qu'il le sentait lui-même. Heureusement pour nous, Max Brod a refusé cette demande. Si Max Brod avait suivi les instructions de Kafka, le monde n'aurait jamais su. Le processus, le château, la métamorphose et bien d'autres œuvres qui sont aujourd'hui considérées comme des références dans la littérature mondiale. C'est Brod qui a organisé et publié les textes de Kafka après sa mort. Et c'est grâce à cette décision que le nom de Kafka est passé du statut de note de bas de page dans des recueils obscurs à celui de l'un des écrivains les plus influents du XXe siècle. Kafka est mort sans jamais savoir l'impact que ses paroles auraient sur le monde. Il vivait en croyant qu'il était un raté, alors qu'en réalité, il était l'un des plus grands écrivains de l'histoire. L'ironie tragique de la vie de Kafka est qu'il n'a jamais connu le succès ni la reconnaissance de son vivant. Ses paroles n'ont été reconnues qu'après qu'il n'était plus là pour voir. Et cela soulève une question intéressante. Combien y a-t-il eu d'autres génies comme Kafka? Combien de personnes sont mortes sans jamais connaître l'impact qu'elles auraient sur le monde? Combien de voix incroyables sont réduites au silence parce que quelqu'un, ou même lui-même, ne croit pas à la valeur de son propre art? C'est l'héritage de Kafka. Il ne nous a pas seulement raconté des histoires de personnages perdus dans les labyrinthes bureaucratiques. Il nous a également laissé un puissant rappel sur l'importance d'aller de l'avant, même lorsque le monde semble être contre vous. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes identifié au combat intérieur de Kafka, ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur le monde de la littérature et de la philosophie, je vous invite à vous abonner à la chaîne.
Nous explorons ici la vie et les œuvres des grands génies qui ont façonné la pensée moderne, ainsi que les leçons qu'ils nous ont laissées. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à proposer plus de contenu comme celui-ci. Poursuivons ensemble ce voyage littéraire et découvrons combien d'autres Kafka attendent d'être entendus. Partie 3. Impact post-mortem et nature kafkaïenne. Franz Kafka meurt en 1924, à l'âge de 41 ans, dévasté par la tuberculose et convaincu que sa vie et son œuvre ne valent rien. Il est parti sans savoir que, ironiquement, ce qu'il considérait comme un échec allait bientôt devenir un jalon dans la littérature mondiale. Son ami Max Brod, celui-là même qui avait été son plus grand soutien, désobéit aux instructions laissées par Kafka sur son lit de mort. Détruire tous ses manuscrits inédits. Brod, au contraire, s'est consacré à l'organisation, à l'édition et à la publication de l'héritage littéraire de Kafka. C'est cet acte de désobéissance qui a changé le destin de l'œuvre de Kafka, le transformant en l'une des voix les plus importantes de la littérature moderne. Ce qui fait de Kafka une figure si unique n'est pas seulement l'impact littéraire de ses œuvres, mais aussi la profonde signification philosophique qu'elles véhiculent. Au fil des années, leurs histoires ont acquis des interprétations qui allaient bien au-delà des simples récits d'oppression et d'absurdité. Le terme kafkaïenne est apparu pour décrire le sentiment d'être piégé dans des systèmes labyrinthiques et inhumains où les règles n'ont aucun sens et la logique est subvertie. Mais la véritable essence de ce qui est kafkaïenne ne réside pas seulement dans ces systèmes oppressifs. Elle réside dans la réaction de l'individu face à ces forces incompréhensibles. Dans le chef-d'œuvre de Kafka, le processus, le protagoniste Joseph K. se réveille un matin et est brusquement arrêté pour un crime qui ne lui est jamais expliqué. Il est jeté dans un procès sans fin, où les normes semblent changer constamment et où la justice est un mirage inaccessible. K essaie de comprendre le système, de lutter contre lui et de prouver son innocence. Mais le combat est vain. Le système est si vaste, si absurde, que toute tentative de résistance est écrasée par l'incompréhensibilité du processus lui-même. Kafka décrit avec brio le sentiment d'impuissance que nous éprouvons tous, à un moment donné, face aux engrenages bureaucratiques, qu'ils soient au sein des gouvernements, des entreprises ou même de nos propres vies. Cette oppression insensée est l'un des piliers de l'œuvre de Kafka, mais ce qui la rend si puissante, c'est l'exploration de la condition humaine face à cette oppression. Kafka n'écrit pas sur des héros victorieux, mais sur des gens ordinaires, fragiles et confus, confrontés à des circonstances qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ces personnages, comme Joseph K., continuent de se battre, même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Cette lutte désespérée est ce qui rend ces histoires si universelles et intemporelles. Dans un monde où nous recherchons sans cesse du sens, Kafka nous montre qu'il n'y a peut-être pas de réponse définitive et que la recherche de sens elle-même est ce qui définit notre existence. Un autre exemple classique de cette confrontation kafkaïenne avec l'absurde est La Métamorphose, où le protagoniste Grégor Samsa se réveille transformé en insecte grotesque, sans aucune explication. Plutôt que de se concentrer sur le surréalisme de cette transformation, Kafka nous guide à travers les conséquences pratiques et psychologiques auxquelles Grégor est confronté. Le plus gros problème de Grégor n'est pas d'être un insecte, mais son incapacité à continuer à subvenir aux besoins de sa famille. Kafka transforme une situation absurde en une méditation sur la valeur humaine, le travail et notre besoin d'être utile. Comme Joseph K., Grégor Samsa est impuissant face à sa situation, mais il continue d'essayer, même si sa transformation le condamne à une fin tragique et inéluctable. Ce sentiment d'incapacité et d'impuissance imprègne toute l'œuvre de Kafka et se reflète dans les réactions des lecteurs au fil des décennies. Le mot « kafkaïenne » n'est pas seulement utilisé pour décrire les histoires surréalistes de Kafka, mais pour capturer l'essence d'une expérience humaine très réelle. L'inconfort, la peur et la frustration face à un monde qui n'a aucun sens. Kafka en a fait l'expérience dans sa propre vie, notamment dans sa relation avec son père autoritaire et dans le travail étouffant auquel il détestait
et auquel il ne pouvait échapper. Et c'est exactement pourquoi ses œuvres continuent de résonner avec autant de force. La vie de Kafka est un miroir pour beaucoup d'entre nous. Votre sentiment d'incapacité et d'être à la merci de forces incompréhensibles est quelque chose auquel tout le monde, à un moment donné, peut s'identifier. Ce qui est remarquable chez Kafka, cependant, c'est la façon dont il a réussi à transformer cette angoisse en art. Il a pris le chaos et l'incertitude de sa propre existence et les a façonnés en histoires qui capturent l'essence de l'aliénation moderne. Kafka a écrit sur des personnages toujours en marge, luttant contre des systèmes invisibles. Et c'est peut-être pour cela que ses œuvres continuent d'être si largement lues, étudiées et discutées jusqu'à ce jour. Après sa mort, alors que Brod commençait à publier les œuvres inachevées de Kafka, le monde littéraire prit peu à peu conscience de la profondeur de ses écrits. Ses œuvres commencent à être analysées sous différents angles, psychologiques, existentiels, politiques et même religieux. Ce que Kafka proposait, de manière presque prophétique, c'était une vision du monde moderne, où l'individu est toujours à la merci d'un système déshumanisant. Pour beaucoup, leurs histoires reflètent l'aliénation ressentie par ceux qui vivent dans des sociétés hautement bureaucratisées, où l'individu est réduit à un certain nombre ou à un ensemble de rôles sans sa propre identité. Mais le travail de Kafka va au-delà de la critique sociale. Dans ses textes, il révèle une profonde méditation sur la nature même de l'existence humaine. Ces personnages ne se perdent pas seulement dans des systèmes oppressifs, ils sont perdus en eux-mêmes, essayant de trouver un sens à leur vie dans un monde qui semble dépourvu de logique ou de sens. Et c'est à ce stade que Kafka transcende véritablement le temps et l'espace. Son travail nous oblige à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à affronter les questions que nous évitons souvent. Quel est le but de notre lutte? Que signifie être humain dans un monde qui s'en fiche? La beauté de l'œuvre de Kafka est que, même face à tant d'angoisse, ces personnages continuent de se battre. Ils essaient, échouent et réessayent, même s'ils savent que le résultat peut être futile. Kafka, peut-être plus que tout autre auteur, capture l'essence de la condition humaine. La bataille éternelle contre des forces que nous ne pouvons pas contrôler mais que nous ne cessons jamais d'affronter. Cette persistance, même face à l'absurdité, est ce qui rend ses écrits si puissants et si douloureusement réels. L'héritage de Kafka n'est donc pas seulement celui d'un écrivain qui a décrit un monde oppressant et dénué de sens. C'est l'auteur qui nous a montré que, même dans ce monde, cela vaut la peine de se battre. Même si le triomphe est impossible, même si les réponses ne viennent jamais, la lutte elle-même est ce qui fait de nous des humains. Kafka ne nous offre ni réconfort, ni solution facile, mais il nous donne quelque chose de bien plus précieux, un miroir de notre propre existence. Si vous vous êtes déjà senti perdu, impuissant ou écrasé par des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler, vous avez vécu une expérience kafkaïenne. Et si l'œuvre de Kafka nous apprend quelque chose, c'est que, malgré tout, nous continuons d'essayer. Parce qu'en fin de compte, c'est peut-être le fait même d'essayer, de combattre l'absurde, qui constitue le véritable sens de notre existence. Kafka pensait que ses paroles n'avaient pas d'importance. Mais pour des millions de lecteurs à travers le monde, ces histoires sont source de compréhension, d'identification et, paradoxalement, de réconfort. Après tout, si même Kafka luttait contre le vide, qui sommes-nous pour abandonner? Partie 4. L'absurdité dans les œuvres de Kafka. Franz Kafka n'a jamais été un écrivain proposant des réponses faciles ou des solutions réconfortantes. Ses histoires, au contraire, invitent le lecteur à plonger dans un monde où règne l'absurdité et où le sens semble toujours hors de portée. Mais le plus intéressant est que, malgré tout le chaos, ses œuvres ne manquent jamais de capturer quelque chose d'essentiellement humain. Kafka était passé maître dans l'art de décrire l'expérience de la recherche de l'ordre dans un univers indifférent. Et cette recherche de sens face à des circonstances insensées est le cœur battant de son œuvre. Pour Kafka, le monde n'était pas seulement un lieu de règles inexplicables. C'était un endroit où ces règles, même si elles étaient suivies à la lettre, ne mèneraient jamais à des résultats significatifs. Le processus et la métamorphose sont de parfaits exemples de cette vision. Dans ces histoires,
Les protagonistes sont plongés dans des réalités qui défient toute logique traditionnelle. Et pourtant, ils continuent désespérément d'essayer de comprendre ce qui se passe, même si tout indique l'impossibilité de cette compréhension. Dans le processus, Joseph K. est soudainement accusé d'un crime qu'il ne comprend pas et jeté dans un système judiciaire qui semble conçu pour le frustrer à chaque instant. Rien n'a de sens, et chaque tentative de Joseph K. pour comprendre son accusation ne fait que l'entraîner plus profondément dans ce labyrinthe oppressant. Il se retrouve dans une situation où les lois semblent aller à l'encontre de toute logique ou justice, et le processus lui-même est si abstrait qu'il pourrait tout aussi bien être une punition sans crime. Le malaise croissant tout au long du récit ne réside pas seulement dans la prison physique de K, mais dans sa prison psychologique, dans le sentiment irrésistible d'être jeté dans un jeu dont les règles changent à chaque instant. Kafka, à travers Joseph K., ne critiquait pas seulement les systèmes juridiques ou bureaucratiques, même si cette lecture est valable. Il nous montrait quelque chose de bien plus profond, l'absurdité de l'existence elle-même. Nous nous sommes tous sentis, à un moment donné, comme Joseph K., piégés dans des circonstances sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, sans savoir comment ni pourquoi. Et comme lui, nous continuons à tenter de déchiffrer l'énigme, même si nous savons au fond que nous ne pourrons jamais tout comprendre. Mais le point le plus cruel et le plus fascinant de l'œuvre de Kafka est que, même face à une apparente inutilité, ces personnages continuent d'essayer. Ils n'abandonnent pas tout de suite. Kafka décrit cette insistance avec une clarté dévastatrice. Au lieu d'accepter passivement leur sort, les personnages kafkaïens résistent. Même lorsque tout leur est défavorable, même lorsque l'issue semble déjà déterminée, ils continuent d'essayer, en gardant l'espoir que peut-être, d'une manière ou d'une autre, tout finira par avoir un sens. Et c'est ici que Kafka nous pose l'un des dilemmes les plus existentiels et les plus inquiétants de son œuvre. Pourquoi continuons-nous à nous battre, même lorsque la fin semble déjà décidée? Dans le processus, Joseph K. n'est jamais informé du crime qu'il a commis, et la corruption du système qu'il accuse rend impossible toute chance de succès. Mais il essaie encore, se défend toujours, cherche toujours des explications. Cela fait écho à une lutte interne à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés. Le désir désespéré de trouver un sens à un monde qui ne semble pas se soucier de nos efforts. L'idée de combattre l'inévitable est poussée à un extrême encore plus viscéral dans la métamorphose. Grégor Samsa, qui se réveille un jour transformé en insecte géant, ne désespère pas immédiatement de la transformation elle-même. Ce qui l'inquiète, au début, c'est ce que cela signifie pour sa vie pratique. Il réfléchit à la manière dont il va expliquer cela à son patron, à la manière dont sa famille va gérer ce changement soudain. Grégor continue d'essayer de s'adapter à cette nouvelle réalité bizarre, même lorsqu'il devient clair qu'il ne peut pas redevenir humain, ni assumer ses responsabilités antérieures. Ici, Kafka explore l'aliénation à un niveau plus intime et familier. Grégor devient un fardeau pour sa famille, et alors qu'il commence à le rejeter, il ressent la douleur de perdre sa propre identité. L'horreur de la métamorphose. Ce n'est pas seulement dans la transformation physique de Grégor, mais dans la façon dont il perd lentement tout ce qui le connectait au monde. Leur lutte pour continuer à appartenir, pour continuer à exister de manière significative, est en fait le reflet de nos propres batailles pour maintenir une certaine pertinence dans un monde qui, de plus en plus, semble nous éloigner. Ce que Kafka parvient magistralement à faire, c'est de représenter ces luttes absurdes de telle manière que, même si elles sont surréalistes, elles semblent profondément familières. Combien de fois rencontrons-nous des situations qui n'ont aucun sens, mais dans lesquelles nous essayons quand même, d'une manière ou d'une autre, de nous adapter? À quelle fréquence avons-nous l'impression que le monde qui nous entoure nous traite comme un élément jetable d'un système que nous ne comprendrons jamais pleinement? Et pourtant, même face à ce sentiment d'insignifiance, nous continuons à nous battre. Kafka, en décrivant cette insistance désespérée de ses personnages, nous donne une image nue et brute de ce que signifie être humain. Même face à l'absurdité, même face à la certitude que nos luttes pourraient être vaines, nous continuons. Il y a quelque chose en nous qui nous fait persister,
qui nous empêche d'accepter simplement le chaos et d'abandonner. Kafka capture cette essence avec une précision douloureuse, révélant le paradoxe de l'existence. Savoir que nous ne trouverons peut-être jamais les réponses que nous cherchons, mais que nous continuons néanmoins à chercher. Le point le plus intéressant dans les œuvres de Kafka est peut-être qu'il ne nous propose jamais de solution ou de réponse définitive à l'absurdité à laquelle ces personnages sont confrontés. Il ne suggère pas qu'il y ait un bon chemin à suivre, ni qu'il y ait une victoire possible à la fin du voyage. Cela nous met face à la lutte elle-même. Et ce faisant, il nous oblige à réfléchir sur nos propres vies. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à lutter contre ce que nous ne comprenons pas? Et pourquoi? C'est là toute la beauté troublante de l'œuvre de Kafka. Kafka ne nous offre pas de réconfort, mais il nous apporte une honnêteté brutale. Il nous montre que l'absurdité de la vie est inéluctable. Mais en même temps, il semble suggérer que cette lutte même, cette tentative de trouver un sens, est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et peut-être que la véritable tragédie de ces personnages ne réside pas dans le fait qu'ils échouent, mais dans le fait que, même s'ils échouent, ils n'abandonnent jamais complètement. Kafka nous rappelle que, même si le monde peut paraître désordonné et dénué de sens, notre lutte pour le sens reste importante. Même si le système est oppressif, même si la vie est chaotique et souvent cruelle, il y a quelque chose de noble à continuer d'essayer, de continuer à se battre. Peut-être que le sens n'est pas de vaincre le système ou de surmonter l'absurde, mais plutôt de résister, de continuer à exister, de continuer à être humain malgré tout. Kafka nous met au défi de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'accepter que la vie peut être absurde. Mais cela ne veut pas dire que nous devons abandonner. Parce qu'en fin de compte, le fait même de résister à l'absurde est peut-être notre plus grande victoire. Partie 5. Réflexion sur l'héritage et l'impact philosophique de Kafka. L'héritage de Franz Kafka est sans aucun doute l'un des plus énigmatiques et fascinants de la littérature mondiale. Il est mort en croyant que son travail ne valait rien, que ses paroles ne seraient jamais lues ou comprises. Cependant, l'impact qu'il a laissé, même involontairement, résonne encore aujourd'hui, un siècle après sa mort. L'ironie tragique de la vie de Kafka est précisément la suivante. Il n'a jamais connu le succès qu'il recherchait tant. Il n'a jamais vécu assez pour voir son œuvre devenir l'une des plus importantes du XXe siècle. Pour lui, son œuvre était le reflet d'un esprit tourmenté, quelque chose qui devait être effacé de l'histoire. Mais pour nous, ces paroles sont une fenêtre sur les recoins les plus sombres de l'existence humaine, et en même temps, une forme de compréhension. Ce qui rend Kafka si pertinente aujourd'hui n'est pas seulement le génie de ses histoires, mais aussi la façon dont il a réussi à capturer l'essence de l'angoisse moderne. Nous vivons dans un monde qui, à bien des égards, est kafkaïen. Les systèmes bureaucratiques complexes, les processus déshumanisants et le sentiment constant d'être à la merci de forces invisibles font partie de notre réalité quotidienne. Kafka nous a montré que même lorsqu'il n'y a pas de réponse claire, même lorsque le chaos semble dominer, nous avons toujours la capacité, et peut-être l'obligation, de résister. Et c'est cette résistance, ce choc constant avec l'absurde, qui définit l'expérience humaine. Kafka n'a jamais proposé de solution facile, car il savait que la vie ne les offre pas. Il a compris que l'être humain est, par essence, une créature en quête de sens, même si ce sens n'est jamais pleinement atteint. Dans ses histoires, il a capturé cette lutte continue, cette bataille contre le vide et l'incompréhensible. Ces personnages, comme nous tous, sont confrontés à des obstacles insurmontables, et pourtant ils essaient. Ils échouent, mais l'échec n'est pas la fin, il fait partie du processus. Le plus intéressant, c'est que Kafka n'écrit jamais dans l'intention de réconforter. Leurs histoires sont déconcertantes, souvent inconfortables, mais c'est justement ce qui fait qu'elles nous touchent si profondément. Cela nous oblige à affronter nos propres insécurités et faiblesses. Il nous montre que la vie, avec toute sa confusion et sa douleur, vaut toujours la peine de se battre. Ce combat, cette résistance contre l'absurde, c'est ce qui définit nos journées. Peu importe nos efforts pour mettre de l'ordre dans le chaos,
il y aura toujours quelque chose hors de notre contrôle. Et c'est dans ce manque de contrôle que Kafka trouve l'essence de notre humanité. Un exemple clair de ceci est dans le travail Le Processus. Joseph K., coincé dans un labyrinthe juridique insensé, ne comprend jamais pourquoi il a été accusé et n'a jamais la possibilité de se défendre correctement. Il combat un système qui ne peut être battu. En fin de compte, sa condamnation semble inévitable, mais ce que Kafka nous montre, c'est que le combat de Joseph K. n'est pas vain. Même s'il ne parvient pas à prouver son innocence, c'est sa tentative, son refus d'accepter simplement le destin, qui le rend humain. La grande tragédie ne réside pas dans l'échec final, mais dans le manque de reconnaissance du fait que la lutte en elle-même est déjà une forme de victoire. Dans la Métamorphose, Grégor Samsa est confronté à un dilemme similaire. Lorsqu'il se transforme en insecte, il se retrouve aliéné de sa propre famille, éloigné de tout ce qui lui donnait auparavant un sens. Mais, au lieu de succomber immédiatement à sa nouvelle condition, il essaie, par tous les moyens, de continuer à faire partie de ce monde qui lui a été volé. La tristesse de Grégor ne réside pas dans sa transformation physique, mais dans son retrait émotionnel progressif de ceux qui l'aiment. Kafka nous montre que, aussi grotesque soit la situation, la véritable tragédie réside dans la déconnexion humaine, dans l'incapacité de se reconnaître les uns dans les autres. Ces thèmes, la lutte contre l'absurde, l'aliénation, la recherche de sens, sont au cœur de l'œuvre de Kafka. Et c'est exactement pourquoi il continue d'être lu et étudié depuis des générations. Kafka a réussi à saisir quelque chose que peu d'auteurs parviennent à saisir. Il nous montre la vérité sur la condition humaine sans nous faire d'illusions. Cela nous oblige à accepter que, peu importe nos recherches, le monde n'a souvent pas de réponse. Mais cela ne veut pas dire que nous devons abandonner. Au contraire, le travail de Kafka nous incite à continuer, à persister dans notre recherche, même si nous savons que le chemin sera difficile. Son impact philosophique est immense. Il ne cherche pas à résoudre les dilemmes existentiels auxquels nous sommes confrontés, mais à les mettre au premier plan, nous obligeant à y faire face. Dans un monde de plus en plus dominé par la froide logique de la bureaucratie et les défis de la modernité, Kafka est plus que jamais d'actualité. Il nous rappelle que, aussi déshumanisant que soit le système, la lutte pour maintenir notre individualité, notre capacité à ressentir et à chercher un sens, est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Kafka savait, comme peu d'écrivains, que la vie n'offre aucune garantie. Il est mort en croyant que son travail n'avait pas d'importance, que ses paroles seraient oubliées. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Leurs histoires ont survécu et continuent de nous apprendre, de nous interpeller. L'héritage de Kafka est la preuve que même si nous pensons que notre lutte ne fait aucune différence, elle a toujours le pouvoir de résonner et de transformer le monde qui nous entoure. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que, d'une certaine manière, nous sommes tous liés par ce combat. Et si l'œuvre de Kafka nous apprend quelque chose, c'est que la recherche de sens, même au milieu du chaos, est toujours valable. Nous ne trouverons peut-être jamais toutes les réponses, mais la beauté de la vie réside dans la recherche elle-même. Et c'est pourquoi, si vous avez apprécié ce voyage à travers l'univers de Kafka et que vous souhaitez continuer à explorer d'autres grands auteurs et penseurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous approfondissons des questions qui remettent en question notre compréhension et nous aident à voir le monde différemment. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Ensemble, nous pouvons continuer cette conversation. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.